Les prix augmentent, l'inflation augmente, les taux d'intérêt augmentent. Ça va finir quand tout ça? Mais on va en parler aujourd'hui à la pause café. Bonjour et bienvenue à la pause café. Ici Stéphanie Mirche du groupe Genet. Aujourd'hui, on va parler particulièrement de l'inflation. Premièrement, la définir, savoir comment les gouvernements mesurent l'inflation, savoir si l'inflation est toujours une mauvaise chose ou des fois est-ce qu'il peut y avoir des avantages à l'inflation, savoir c'est quoi l'impact de l'inflation sur les taux d'intérêt et pour terminer, bien sûr, savoir à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois au niveau de l'inflation. Bien, l'inflation est souvent utilisée pour décrire c'est quoi l'impact de la hausse des prix sur l'économie. Par exemple, sur le prix de l'essence ou sur les denrées alimentaires. Donc, si le baril de pétrole passe de 75 le baril à 100 le baril, bien entendu, les frais de transport des entreprises viennent d'augmenter et par le fait même, va augmenter les prix de tous les biens qu'on consomme. Ceci étant dit, la plupart des économistes vont avoir une définition légèrement différente de l'inflation. Eux vont dire que l'inflation est fonction de l'offre et de la demande de la monnaie, ce qui fait en sorte que produire relativement plus de dollars rend chaque dollar moins précieux et donc va forcer l'augmentation générale des prix. Milton Friedman, célèbre économiste américain, a décrit l'inflation comme étant le résultat de trop d'argent pour trop peu de biens, entraînant une hausse des prix. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'inflation peut être due à une augmentation de la masse monétaire en circulation, due à des dépenses publiques. L'inflation peut être aussi due à une pénurie de biens de consommation. Eh bien, chanceux que nous sommes, nous avons vécu exactement ces deux situations-là dans les 2 dernières années. Donc, suite à la crise de la COVID-19, bien entendu, les gouvernements ont mis en place des mesures d'urgence financière pour aider les gens à passer à travers la crise, ce qui a fait en sorte qu'il y avait beaucoup plus d'argent en circulation. Deuxièmement, les goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement ont fait en sorte qu'on vit exactement ça, une pénurie de biens de consommation. Donc, si au cours des 2 dernières années, vous avez essayé d'acheter soit un divan, un lave-vaisselle, un 2x4, ben, je pense que vous comprenez exactement ce que je veux dire. Alors, une chose qui est importante à savoir ici, c'est que la Banque du Canada et le gouvernement canadien, en 1991, ont mis en place un régime de ciblage de l'inflation. Donc, ce régime-là visait, ou vise toujours, à maintenir l'inflation à l'intérieur d'une fourchette de 1 à 3 %. Bon, ceci étant dit, ce qu'on aimerait vraiment savoir, c'est quoi l'impact de l'inflation sur les taux d'intérêt. Donc, pour atteindre la cible d'inflation, la banque ajuste à la hausse ou à la baisse son taux directeur. Si l'inflation dépasse le taux cible, la banque pourrait hausser le taux directeur. Ce faisant, elle incite les institutions financières à majorer le taux d'intérêt applicable sur les prêts personnels et hypothécaires qu'elle propose et décourage ainsi les emprunts et les dépenses, ce qui relâche les tensions inflationnistes. Est-ce que l'inflation, par contre, c'est toujours mauvais? Est-ce qu'il peut y avoir des avantages à l'inflation? Bien, en fait, quand l'économie ne roule pas à son plein régime, c'est-à-dire qu'il y a des ressources inutilisées comme par exemple la main-d'œuvre, donc il y a du chômage, l'inflation peut théoriquement venir contribuer à la production. Plus de dollars se traduit par plus de dépenses, ce qui équivaut à plus de demandes. Plus de demandes, à son tour, déclenche plus de production pour répondre à cette demande. Mais comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'inflation? Eh bien, la Banque du Canada utilise un indice pour mesurer l'inflation qui s'appelle l'indice des prix à la consommation globale ou l'IPC. L'indice des prix à la consommation ou l'IPC représente les variations de prix comme expérimentées par les consommateurs canadiens. Donc, il mesure la variation de prix en comparant, au fil du temps, le coût d'un panier fixe de biens et services. Les biens et services dans le panier de l'IPC sont divisés en 8 composants majeurs. Les aliments, le logement, les dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage, les vêtements et chaussures, les transports, les soins de santé et soins personnels, les loisirs, formations et lectures et boissons alcoolisées, tabac et cannabis récréatif. Donc, maintenant, à quoi on peut s'attendre
pour les prochains mois ou la prochaine année au niveau de l'inflation? Eh bien, les analystes de la Banque de développement du Canada, eux, ont annoncé qu'il faudrait au moins attendre au printemps 2023 pour voir l'inflation tomber en bas de 5 et quelques mois de plus pour atteindre la fameuse fourchette de 1 à 3 Mais ceci étant dit, les États-Unis ont annoncé hier que leur taux d'inflation avait atteint 8,5 qui est assez élevé, mais bien en dessous de leur prévision qui était plutôt de 9,1 Bon, avec cette annonce-là, il n'y a pas de quoi ouvrir les bouteilles de champagne, mais on peut dire quand même que ça s'améliore. Donc, c'est normal de sentir que l'environnement des taux d'intérêt est vraiment différent de ce qu'on a vécu dans les dernières années, voire même les 30 dernières années. Ceci étant dit, la hausse des taux d'intérêt est nécessaire pour essayer de réduire l'inflation et permettre à l'économie de retrouver son rythme un peu plus sain et un peu plus soutenable. Donc, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine à la pause café. Bye!